Le Boeing 777, le long courrier le plus vendu de toute l'histoire de l'aviation. Plus de 1300 monstres de ce type sillonnent les ciels du monde. C'est l'un des meilleurs avions de l'histoire. Et sa durée de vie est exceptionnelle, plus de 30 ans. Mais comment expliquer cette longévité record? Un des secrets de cette formidable performance, ce sont les grandes visites. D'incroyables check-up, de titanesques contrôles techniques subis régulièrement par l'avion. Des chantiers au cours duquel un 777 est entièrement désossé. On enlève tous les éléments de l'avion et on inspecte la structure très minutieusement. Une infrastructure gigantesque, autour d'une bête de 142 tonnes. On démonte, on inspecte, on remet en état. Car au fil des années, un avion s'abîme. Nous allons vous montrer comment l'usure attaque le métal. Là, on peut constater que la laine de verre, c'est de la charpie, elle n'existe plus. Un avion peut aussi être foudroyé en vol. La grêle peut également endommager la carlingue. Nous allons vous emmener dans les entrailles d'un avion mythique. Alors je peux pas vous dire concrètement combien il y a de câbles. En revanche, je peux vous dire qu'il y en a des milliers sur plusieurs centaines de kilomètres. Des centaines de spécialistes sont chargés de démonter intégralement la bête. Ils la connaissent mieux que personne. Vous allez découvrir une opération chirurgicale démesurée, réalisée par des mécaniciens, des techniciens, des électriciens, toujours dans les règles de l'art. Travaux de haute précision, intervention de haut vol, le tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tenir les délais. Les équipes vont-elles réussir cet incroyable défi en seulement 5 semaines? Nous sommes à l'aéroport d'Orly. Après 9 heures de vol, ce Boeing 777 atterrit. Il est immédiatement tracté au bout de l'aéroport, vers un espace ultra sécurisé. Avant de rentrer cet avion dans le hangar de maintenance, plusieurs interventions importantes sont nécessaires. Un camion de kérosène arrive. Il est impératif de récupérer les restes de carburant pour éliminer les particules ultra inflammables. Il n'y a pas de carburant dedans, parce qu'on va faire des interventions dans les réservoirs. Déjà pour l'explosivité, les risques d'incendie, et puis aussi la toxicité pour les gens qui travaillent autour de l'avion. Après plusieurs années de vol, la graisse s'est accumulée dans les trains d'atterrissage. Une équipe de 5 personnes entre en action pour nettoyer ce monstre aux performances exceptionnelles. Le 777 mesure 64 mètres de long. À vide, il pèse 142 tonnes, soit l'équivalent de 40 camions poids lourds. Ses moteurs sont parmi les plus puissants du monde. Le 777 est capable de parcourir jusqu'à 17 000 km, soit la distance d'un Paris-Sydney. Quand on analyse ses performances, on voit que tout commence avec son moteur. C'est lui qui permet à l'avion de parcourir de très longues distances, tout en consommant peu de carburant. C'est unique dans l'histoire. Imaginez, chaque moteur a un diamètre équivalent à celui d'un fuselage de Boeing 737. Dernière opération en extérieur, expulser de la soute cet énorme caisson. Dans le jargon, on l'appelle le lard. C'est dans cette boîte que les équipages se reposent durant les vols long courriers. Il n'a jamais été déplacé depuis 16 ans. Et l'opération est complexe. Attention, attends. Va devant, si tu peux passer devant et lui pousser l'arrière du lard, s'il te plaît. Là, on va sortir le conteneur. Ça va nous aider à pouvoir accéder à des zones auxquelles on n'a pas l'habitude. Ça, on le voit jamais. Ça, on le voit jamais. Voilà où se reposent les équipages durant les vols long courriers.
Ce 777, immatriculé Papa Lima, est prêt pour la grande visite. Cette grande visite dure 5 semaines. Pour être dans les temps, tout le chantier est organisé avec une incroyable rigueur. En plus des opérations de maintenance régulières, de grandes visites de plusieurs semaines ont lieu tous les 4 ans. Celle qui a lieu tous les 8 ans inspecte plus en profondeur la structure de l'avion. Et la plus grande, celle que nous allons vous dévoiler pour la première fois, met littéralement à nu tout l'appareil. Elle a lieu tous les 16 ans. Cet avion a eu des visites journalières à la semaine, au mois et tous les 4 ans avec des visites un peu plus lourdes pour amener jusqu'à cette date de visite de grande ampleur. Pour le Papa Lima, cette grande visite est donc exceptionnelle. Elle va coûter plusieurs millions d'euros. Et elle aura lieu pour la première fois dans ce hangar flambant neuf. Sa superficie est gigantesque, 11 000 mètres carrés. Ce hangar, spécialement aménagé pour ce grand chèque, est le seul en France habilité à une grande visite de 777. Ce soir, c'est Thierry, le responsable des équipes, qui va piloter la manœuvre. Avance encore un peu. William, tu chauffes, hein? La baignoire, elle passe là-bas que... Tu regardes au niveau du stable si ça passe? Faire entrer l'avion est une opération extrêmement délicate. L'appareil fait 64 mètres de large. Or, la porte du hangar n'en fait que 70, soit seulement 6 mètres de marge. C'est sûr qu'à l'avant, si on bouge de 2 cm, à l'arrière, ça bouge de beaucoup plus. Donc il faut être méfiant. C'est pour ça que sur tous les docks, on met des vigies, des agents qui vérifient qu'on n'approche pas trop près pour pas heurter et endommager l'avion. La manœuvre est au centimètre près, car l'avion doit se rapprocher des docks, les échafaudages, sans rien toucher. Si l'avion est 50 cm à côté, on ne peut pas docker l'avion, donc on ne pourra pas faire les interventions sur l'avion, on ne pourra pas travailler sur l'avion. Le moindre impact entre ces 142 tonnes et les docks serait catastrophique. Il est 23 h, mais toutes les équipes sont là pour assister pour la première fois à l'entrée du 777 dans le nouveau hangar. On n'a rien touché, c'est impeccable. Mission accomplie. Ce 777 va subir plus de 15 000 heures de travail, 9 000 heures d'inspection de la structure et 6 000 heures consacrées à une montée en gamme de l'appareil. 15 000 heures. Imaginez, si un mécanicien devait s'occuper seul de ce chantier, eh bien cela lui prendrait 7 années de travail. L'intérieur du Papa Lima va être intégralement vidé. Objectif, inspecter l'avion, en particulier sa structure, et mettre à neuf l'ensemble de la cabine. Une occasion unique aussi pour scanner cette bête géante. Le lendemain matin. La première semaine du chantier débute. Les équipes d'Air France ont travaillé toute la nuit. La priorité, surélever l'avion pour accéder aux roues et au train d'atterrissage. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des vérins. Étonnant, l'énorme 777 tient en équilibre sur seulement 3 points. 2 vérins à l'avant, au niveau des ailes, et un troisième à l'arrière de l'appareil. Chacun de ces vérins est capable de soulever 75 tonnes. Ceci grâce à un système de pistons hydrauliques. Frédéric Roy est responsable de cette opération capitale. L'avion pèse 142 tonnes. Pour permettre de faire la maintenance, déposer les trains d'atterrissage, déposer différents équipements, on le pose sur des vérins, 3 vérins, un vérin à l'arrière, 2 vérins au niveau de la voilure, et qui permettent de lever la masse complète de l'avion. Grâce à ces 3 pylônes, les trains d'atterrissage ne touchent plus le sol. Les 142 tonnes sont comme en lévitation. Deuxième élément de sécurisation du chantier, ces gigantesques docks. Ceux qui entourent la dérive mesurent plus de 18 mètres de haut. L'intérêt pour l'avion, c'est qu'on puisse travailler en toute sécurité pour les personnes et aussi pas abîmer la machine.
Ces 1600 mètres carrés de dock fabriqués sur mesure sont un élément indispensable de la grande visite. Ils vont permettre de travailler sur le toit de l'avion, de rentrer à l'intérieur des réservoirs, mais aussi d'inspecter les ailes, ce qu'on appelle la voilure. On donne l'accès à toute la voilure, toute la partie inférieure de la voilure, des deux côtés de l'avion, et après également tout ce qui est la zone fuselage avant. Ça y est, l'avion est stabilisé et il est prêt à ouvrir ses portes. À première vue, à l'intérieur, tout semble intact. La cabine n'est pas en mauvais état, mais ces 250 sièges sont là depuis des années. Et tout doit être intégralement remplacé et amélioré. Les équipes entrent en action. Au total, plus de 500 personnes vont intervenir sur l'avion pour cette grande visite. On la sort direct ou quoi? La cabine va subir une véritable métamorphose. Exemple, l'ensemble des systèmes vidéo va être changé pour passer à la fibre optique. Un de ses points forts, c'est sa capacité à intégrer les technologies de pointe, en particulier tout ce qui est vidéo, divertissement. C'est l'expérience passager qui est centrale. Sur cet avion, il y aura des nouveaux écrans qui vont être installés. Ce sera des plus grands écrans avec une définition sûrement meilleure. Très rapidement, tout se vide dans l'avion. Sauf paradoxalement le cockpit, qui lui ne sera pas démonté mais seulement vérifié durant ce grand check. Ça va super vite, hein. Vous avez vu tout le monde qui gravite dans l'avion, donc et c'est toute la nuit aussi. Hein. C'est du non-stop, quoi. En plus des équipes d'Air France, une dizaine de prestataires extérieurs sont mobilisés. C'est un grand déménagement, c'est clair. C'est toujours impressionnant la première fois qu'on voit ce gros appareil avec 1 million de pièces, c'est incroyable, quoi. Les toilettes, les galets, là où sont préparés les repas, toute la cabine est démontée dans la journée. Chaque pièce est précisément identifiée, entreposée pour être remise à neuf. Le courant interne de l'avion est coupé pour que les travaux puissent avoir lieu en toute sécurité. C'est ce qu'on appelle la coupure de tension, donc il n'y a plus d'énergie sur l'avion, il n'y a plus d'énergie électrique, il n'y a plus d'énergie non plus hydraulique et pneumatique, ce qui nous permet durant quelques semaines de pouvoir travailler en toute sécurité. Des néons qui, durant 5 semaines, vont donc fonctionner grâce au réseau électrique du hangar. Une manœuvre de grande envergure commence. La dépose du volet dit volet de bord de fuite. Une pièce maîtresse, extrêmement sollicitée à chaque décollage et à chaque atterrissage. Durant ces phases sensibles, ce sont ces volets qui augmentent la portance de l'air sur les ailes. Un mécanicien aéronautique, Thomas, nous emmène sous l'aile expertiser les problèmes de corrosion et les enjeux sur la structure. Et la corrosion, on en a déjà repéré, qui se situe à l'intérieur, donc ce qui nous oblige à tomber le volet et ainsi faire nos inspections structurales. 4 mécaniciens sont à la manœuvre. L'opération est sensible car la pièce pèse plus de 800 kg. Emboîté dans la structure de l'avion, le volet bloque. On lève un petit peu. Peut-être reculer, non? Ça bouge, hein, c'est pas l'idée non plus. Impossible de forcer au risque d'endommager la structure de l'appareil. Le fuselage très fin est en aluminium. Pour la structure, vraiment, elle est assez fragile, parce que c'est du nid d'abeilles et des composites, et le moindre pet pourrait abîmer le volet. Une fois la pièce déboîtée, elle est transportée dans les airs grâce à ce pont roulant situé à 28 mètres du sol. Et là encore, tout se joue à quelques centimètres.
C'est beaucoup de communication avec les collègues pour éviter d'emplafonner l'avion avec la pièce et ou de blesser un collègue qui pourrait se faire coincer entre l'avion et la pièce. Le démontage du volet aura duré toute la matinée. Cette pièce va être ensuite expertisée et acheminée, si besoin, dans un atelier de réparation. Le lendemain, 7 heures. Une équipe de gros bras est sur le pont. Le défi de la journée, démonter les 250 sièges. Il ne faut pas louper ce début, il faut préparer la machine rapidement. L'avion arrive, on dépose les fauteuils très rapidement. L'objectif, c'est d'inspecter la structure en profondeur. L'avion doit être intégralement vidé. Cette grande visite comporte la modification de l'ensemble de la cabine. Tous les sièges vont être changés pour des versions supérieures. En une demi-journée, la cabine est entièrement vidée. Au sol, les rangées sont alignées, numéro par numéro, car ces sièges vont être recyclés sur d'autres avions. Là, c'est le 43, le 42, il est là-haut. Voilà, il est là. La cabine est comme reconstituée dans le hangar. Et ces sièges vont être changés pour un nouveau modèle dont le coût s'élève à plusieurs milliers d'euros pièce. Dans le HN3, les équipes de jour et de nuit se relaient, 24 heures sur 24. L'opération du jour, la dépose de ce que l'on appelle les window panels, ce revêtement qui sépare la carlingue de la cabine. Ceci afin d'inspecter la structure qui se trouve juste derrière les matelas thermiques. C'est très fin, c'est du panneau composite, mais très très fin, ça sert juste de panneau décor. Il y a aussi un revêtement décoratif qui est collé dessus. Et donc ça sert d'entourage autour du hublot en fait. Voilà. C'est de la laine de roche ou de la laine minérale qui est recouverte de 2 peaux avec une soudure. Donc ça fait un matelas, c'est constitué comme ça. Et ça sert d'isolation thermique. Et bien sûr, après des années de vol, dépôts, poussières se sont accumulés derrière ces window panels. Au fur et à mesure de la matinée, on emmène les window panels dans l'atelier. Cet atelier est dédié spécifiquement à la grande visite. Il se trouve à quelques mètres de la plateforme du 777. À l'extérieur comme à l'intérieur de l'avion, les travaux s'enchaînent. Une partie très sensible de l'avion est expertisée. On l'appelle la soute électronique. Cet espace se trouve dans la partie avant de l'appareil. La soute a été mise à nu. C'est ici que se trouve le véritable cerveau du 777. On fait aussi des inspections de tout ce qui est les câblages électriques pour voir s'il n'y a pas des défauts au niveau des câblages. Lorsque l'on trouve un câblage qui est hors tolérance, bien évidemment, on se doit de le remplacer pour remettre en configuration normale l'avion. Nous avons optimisé le câblage et tous les systèmes électroniques pour faciliter les opérations de maintenance, mais aussi pour pouvoir faire des mises à jour régulières. Ce technicien en avionique est chargé de vérifier chaque élément de ce superordinateur. Là, on est sous le plancher cabine, donc sous les fauteuils des passagers, à peu près au niveau de la première classe. C'est l'endroit où est localisée la majeure partie des calculateurs de l'avion. Et quand on lui demande combien y a-t-il de câbles, écoutez plutôt sa réponse. Je ne peux pas vous dire concrètement combien il y a de câbles. En revanche, je peux vous dire qu'il y en a des milliers sur plusieurs centaines de kilomètres. C'est des câbles de commande de vol, des câbles pour les communications radio, des câbles pour la détection incendie, pour la vidéo à bord. Il y a vraiment plein de circuits différents qui transitent dans tous ces taurons de câblage.
Et pendant la grande visite, eh bien, il faut les vérifier un par un. La même opération doit être répétée des centaines de fois. Cette machine portative détecte le moindre dysfonctionnement. Chaque trace d'usure constitue un danger potentiel. Alors on peut avoir différents soucis sur les câbles. Ça peut être de la corrosion au niveau des contacts des câbles, dû à l'humidité par exemple, à la présence d'humidité. Ou alors on peut avoir des câbles qui sont abîmés au niveau de la gaine. Ces étiquettes sécurité permettent de repérer les circuits qui sont en opération. D'autre part, les nombreux câbles des anciens systèmes vidéo sont déposés durant cette grande visite. Ils vont être changés pour être remplacés par de la fibre optique. De nouveaux câblages plus rapides pour les nouveaux systèmes vidéo. Nous sommes déjà à la 2e semaine du chantier. Débute alors un programme appelé CPCP, pour Corrosion, Prévention, Contrôle, Programme. Une expertise approfondie qui n'a lieu que tous les 16 ans, lors des très grandes visites comme celle-ci. C'est bon, pas de traces de corrosion. C'est good. Et pour faire l'inspection de la structure qui est derrière les matelas d'isolation, il faut écarter tous les matelas. Et là, après, on fait une inspection visuelle détaillée et on recherche les traces de corrosion sur les pièces en aluminium du fuselage. Aujourd'hui, les points de corrosion sont extrêmement rares sur le 777. Il n'en reste pas moins que la corrosion est toujours une des préoccupations majeures pour la sécurité. La corrosion est liée bien sûr à l'humidité à l'intérieur de l'avion. À 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 50 degrés à l'extérieur et plus 25 à l'intérieur. La différence de température engendre une importante condensation qui peut aller jusqu'à imbiber les matelas. Autre cause d'humidité, la respiration des centaines de passagers à l'intérieur de la cabine. Résultat, certains matelas gorgés d'eau perdent leurs propriétés isolantes. On a trouvé une zone plus sensible au niveau des matelas humides, des entourages de portes. Donc là, on peut constater que la laine de verre, c'est de la charpie, elle n'existe plus. C'est de l'eau, hein. Si j'ouvre le matelas, ça va couler, l'eau va couler. Un grand matelas, ça peut valoir jusqu'à 3 000, 4 000 euros. Et sur une grande visite comme ça, des matelas, on peut en remplacer entre 60 et 70. Et c'est en particulier au niveau des portes de l'avion que l'humidité s'infiltre et attaque les matelas. Ce chantier est théoriquement réglé comme du papier à musique. Et pourtant, les impondérables, les difficultés surgissent inévitablement. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'intervention sur les trains d'atterrissage qui pose de sérieux problèmes aux équipes. Lorsqu'on travaille sur les trains d'atterrissage, ce sont des pièces qui sont lourdes. Ce sont des pièces qu'on ne démonte pas très souvent, qui sont démontées tous les 6 ans au mieux ou tous les 8 ans. Objectif d'aujourd'hui, extraire l'axe central. Cette pièce qui passe de part en part du train d'atterrissage et dont le chrome s'use énormément. Mais au bout de 2 heures, l'axe n'a pas bougé d'1 millimètre. En effet, toute la structure du train d'atterrissage pèse sur lui. Et du coup, 3 mécanos supplémentaires viennent prêter main forte. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Quand il y a un collègue qui a un souci sur une tâche assez importante et délicate, généralement, le reste de l'équipe est solidaire et vient l'aider, vient proposer des solutions, donner des idées différentes. Allez, doucement, hein. On va doucement. La solution adoptée ? Soulever le train d'atterrissage pour relâcher la pression sur l'axe. Essayez de descendre un peu, mais alors attention, parce que si l'autre il se barre, on est mal. Hein. Écarte-toi. Parfois, il faut bien réfléchir à comment on va le faire, comment on va s'y prendre, quel outillage on va utiliser. Ouais. Il est plus dur, là? Ou pas? Après 8 heures de travail acharné, l'axe central est enfin démonté. Il sera scanné dans un laboratoire spécial pour détecter l'usure du chrome.
Au fur et à mesure que les équipes dépouillent l'intérieur du 777, nous comprenons mieux la logique de sa construction. Les aménagements intérieurs sont extrêmement fins. Vous n'êtes en fait qu'à quelques centimètres de la carlingue. La structure, elle est là. Un petit isolant avec des câbles devant, bien sûr. Et puis derrière, le fuselage. C'est pas épais. Hein. Pas épais, hein. La finalité de l'avion, c'est d'avoir le moins de poids possible. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, donc il n'y a pas grand-chose entre le passager et l'extérieur. Hein. C'est quelques centimètres, quoi. Il n'y a rien. C'est vraiment rien. Le poids est l'ennemi de l'aviation, donc on cherche à avoir le moins de choses possible. Quand vous êtes assis dans cet avion, vous avez presque la tête dans les nuages. La tôle du fuselage est extrêmement fine, quelques millimètres seulement. Et pourtant, cette structure doit résister à des pressions, à des torsions énormes. Quand on y pense, on voyage dans cet avion à 900 km/h. Et la seule chose qui nous sépare de l'extérieur, c'est une simple pièce de composite ou de métal, épaisse de seulement quelques centimètres. C'est du jamais vu. Si ces avions fascinent tant, c'est parce que voler dans ces conditions a quelque chose de magique. C'est une expérience absolument unique. Il y a 1 à 2 mm de tôle. Et c'est tout, quoi. La vigilance est donc extrême pour ces inspections de la structure. La nuit, sur le chantier, l'activité se poursuit. On ne s'arrête jamais, ça travaille ce qu'on appelle en 3-8, donc matin, soir, nuit, et aussi les samedis et les dimanches. Pas question de finir l'avion avec 24 heures de retard. Cloué au sol, il coûte plusieurs milliers d'euros par jour. Lorsqu'il vole dans des conditions extrêmes, un avion, même s'il a été conçu pour ça, peut être mis à rude épreuve. Un exemple, la foudre. Elle peut représenter la puissance électrique de 40 générateurs de centrales. Le passage d'un avion dans un orage, dans un cumulonimbus avec de la grêle, de la foudre, crée des soucis sur la carlingue. La carlingue, très fine donc, peut être gravement endommagée dans ces conditions. La grêle peut évidemment poser des problèmes très importants puisque, en fonction de la taille des grêlons, ça peut créer des dommages structuraux sur l'avion, à la fois sur les parties métalliques, mais aussi sur les parties en composite. Dans ces situations extrêmes, l'avion est bien sûr immédiatement inspecté après le vol. Mais la grande visite permet d'expertiser précisément tout le fuselage dans le détail. Là, on se trouve sur une zone où il y a quelque chose qui a été repéré par un technicien. Ça peut être une rayure, un impact dû à un choc avec un oiseau ou quoi que ce soit. Une fois ces zones identifiées, il faut mettre à nu la carlingue. Ce technicien peinture utilise un décapant ultra puissant qui attaque la peinture. Une fois que celle-ci a frisé, comme on dit, la tôle apparaît. Il est alors possible de mesurer exactement la gravité des impacts. Là, il y a des techniciens qui vont venir avec de l'appareillage radio pour voir s'il n'y a pas une fissure dans le métal qui ne serait pas visible à l'œil nu. Il y a encore 10 ans, le fuselage du mythique Boeing 747 était systématiquement décapé à l'occasion de chaque grande visite. Tout le revêtement peinture était gratté manuellement. Et une fois mis à nu, le 747 subissait alors la grande visite. Il était évidemment ensuite entièrement repeint. Aujourd'hui, les process ont changé. Le 777 n'est plus systématiquement repeint à l'occasion des grandes check-up. En vol, à 10 000 mètres d'altitude et à plus de 900 km/h, les pressions sur certaines parties de l'avion sont très fortes. Des pressions qui provoquent des phénomènes d'usure. L'aérodynamisme est tel que lorsque l'avion vole à pleine puissance, c'est sa partie avant, celle qui fend l'air, qui est la plus exposée. Le flux d'air vient frapper le nez de l'avion et les premiers hublots, et crée avec le temps de très importantes rayures visibles à l'œil nu. La vérification minutieuse de ces hublots débute à la 3e semaine.
Après des années de vol, certains sont rayés, le verre presque opaque. La pression de l'air provoque un véritable travail de sape. Vu que l'avion il part un peu en pointe comme ça là, pour l'aérodynamisme, donc avec les traînées de vent en altitude, ça abîme le hublot. Donc on voit que le hublot il est bien abîmé. Et c'est les 5-6 premiers hublots de l'avion qui prennent le plus, quoi. Ces spécialistes expertisent donc un à un les hublots. Ils identifient à l'aide de marqueurs ceux qui doivent être changés. On va déposer les deux suivants si on voit l'usure. Par contre, les suivants, eux, on voit une nette différence entre ceux-là. Et ils sont quasi neufs, quoi. Donc on ne va pas les remplacer, on va les laisser tels quels, on va les nettoyer et voilà. Les hublots jugés en mauvais état sont dévissés. Et on se rend alors compte que finalement, ils ne tiennent que par une dizaine de vis. Le hublot en fait est plaqué au fuselage. Et c'est en grande partie la pression qui s'exerce à l'intérieur de l'avion qui le maintient en place. Donc le hublot est composé de 3 parties, le joint, et une partie externe et une partie interne. Le Boeing 777 comprend 115 hublots, chacun constitué d'un double vitrage. Une vitre extérieure et une vitre intérieure. Le tout plaqué par de petites vis contre la structure de l'avion. Mais il n'y a pas que les hublots qui s'usent en vol. C'est aussi le cas de la structure de l'avion. À chaque fois que l'appareil monte en altitude, le fuselage travaille. En effet, à chaque montée et à chaque descente, le fuselage de l'avion se gonfle et se dégonfle sous l'effet de la pression. Pour le confort des passagers et leur permettre de respirer normalement, la pression de la cabine est augmentée artificiellement. On appelle cela la pressurisation. Ces phases de pressurisation, dépressurisation de la cabine créent des mouvements comme un ballon de baudruche qui gonfle et qui se dégonfle. Ces périodes de grande visite permettent d'inspecter toutes ces structures pour vérifier qu'il n'y a pas de souci. Résultat, l'usure d'un avion est plus importante sur les trajets courts que sur les vols long courriers. Et sur une journée, l'usure d'un appareil est beaucoup plus importante avec 5 Paris-Nice qu'avec un Paris-Los Angeles. Aujourd'hui, c'est au tour du bloc toilette d'être démonté pour être remis en état. Un élément qui centralise l'humidité. Une partie sensible donc, car à bord d'un avion, on l'a vu, l'humidité est un ennemi. Le bloc est amené à l'atelier. Les toilettes avant sont situées juste au-dessus de la soute électronique, le centre névralgique de l'avion. Dans l'atelier, 2 mécaniciens de structure sont au travail. Ils démontent entièrement le bloc, qui a beaucoup souffert. Des armatures d'aluminium fixant les cloisons sont refaites sur mesure. Un travail artisanal au millimètre près. On est obligé de changer cette ferrure qui est complètement corrodée à cause de l'urine. Voici, ça fait un effet d'électrolyse et en fait la pièce est complètement bouffée par la corrosion. Là, ça peut faire de gros dégâts, effectivement, regardez. On voit que l'aluminium est complètement corrodé et il en est troué d'ailleurs. Donc voici, on a été obligé de la découper pour la déposer. Et ça part en fragments, littéralement. Le rail est entièrement brisé. Au fond de l'atelier, c'est le panneau principal des toilettes qui est déposé. La structure en nid d'abeille, elle aussi attaquée, a dû être entièrement reconstituée. Une nouvelle ferrure en aluminium, fabriquée par ces spécialistes, est installée. Un petit pipi à côté, bah voilà, ça peut faire de gros dégâts, effectivement, regardez. Comme quoi l'urine, c'est très acide et que l'aluminium n'aime pas du tout l'acidité. Le panneau central des toilettes est prêt. Il est refixé au bloc principal. Là encore, nous sommes surpris par la finesse de ces éléments d'aménagement intérieur.
Remontée comme un simple kit, la cabine est remise sur pied. Une fois la structure refaite, l'intérieur va être remis à neuf. N'oublions pas que sous cette cabine se trouve la soute électronique. Et il n'est pas question que l'humidité vienne attaquer les câbles. Durant la grande visite, les 2 moteurs General Electric sont inspectés. Sécurité oblige, leur inspection respecte un protocole d'une rigueur absolue. Chaque pièce, chaque boulon est ce que l'on appelle tracé. Car dans ce domaine, il y a un risque, celui de la contrefaçon. Au niveau de la contrefaçon, c'est vrai qu'il y a dans le monde un marché de contrefaçon de pièces aéronautiques. De ce fait, il faut qu'on soit extrêmement vigilant lorsque l'on achète des pièces. Toutes les pièces que l'on achète, que là ce soit de la vis ou une ailette moteur ou des matériaux bruts, nous devons avoir évidemment un certificat de conformité du fabricant. Et la vigilance est extrême. Ces 2 moteurs sont un des atouts majeurs du 777. Et leur puissance est démentielle. Imaginez, en cas de souci, l'avion est capable de voler sur un seul moteur durant plus de 3 heures. Pour ce qui est de son moteur, les gens sont juste bluffés par sa taille. Et honnêtement, c'est vrai que pour arriver à une poussée de plus de 1000 kN, il faut un moteur gigantesque. Imaginez, le diamètre du moteur correspond au diamètre de tout le fuselage du 737. Ces 2 moteurs font la force du 777. Biréacteur face à des concurrents quadriréacteurs, cet avion est à la fois terriblement puissant et moins gourmand en carburant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un avion de ligne s'abîme aussi au sol, pas simplement en vol. Une opération en apparence anodine impacte l'appareil, le chargement et le déchargement des bagages et du fret. Chaque fois que la plateforme de chargement s'approche de la soute, le moindre choc peut endommager la carlingue. Et quand on connaît le prix d'une tôle froissée sur une voiture, imaginez le coût sur un Boeing. De plus, les rouleaux de chargement de la soute sont terriblement sollicités. Au fil des ans, des millions de tonnes sont chargées et déchargées. Aujourd'hui, 2 mécaniciens expertisent cette soute pour évaluer l'ampleur des dégâts. On fait un contrôle des rouleaux pour voir si tout fonctionne bien correctement. Et s'il n'y a pas d'usure au niveau des rouleaux et s'il n'y a pas de câblage électrique coupé. Donc là, on a trouvé ce rouleau, ils sont usés complètement. Là, ils vont être changés ou alors on les envoie à l'atelier. Quelques heures plus tard, voici à quoi ressemble la soute. Murs, plafond, tout a été mis à nu. Les mécaniciens peuvent alors changer les rouleaux défaillants. Nous entrons dans la 4e semaine. L'avion est vide et les équipes d'Air France vont commencer à remonter les éléments du 777. Les interventions s'enchaînent. L'une d'elles est particulièrement périlleuse. L'inspection des réservoirs d'essence situés à l'intérieur des ailes. Un mécanicien formé spécialement pénètre à l'intérieur pour vérifier l'absence de corrosion. L'opération est dangereuse, car cet espace est sombre et extrêmement étroit. Il y a quelques jours encore, 171 tonnes de kérosène s'y trouvaient. Et il est interdit d'y rester plus de quelques minutes. À l'extérieur, durant toute l'opération, un agent surveille que tout va bien. Il a été formé pour une évacuation d'urgence en cas de malaise à l'intérieur. Une fois l'inspection des boyaux terminée, le technicien ressort. L'opération est réitérée à chacune de ces portes carburant. À l'intérieur, le plancher est dévissé. Il faut vérifier l'état du caisson central. Cette partie, située entre les 2 ailes, est stratégique, et pour la structure, et donc pour la sécurité de l'appareil. À l'extérieur, on finalise l'inspection de la carlingue.
Un mécanicien ponce les traces d'usure centimètre par centimètre. Dans l'atelier, les coffres à bagages sont alignés. Ils sont remis à neuf manuellement. Les techniciens cabines s'occupent de ce travail de longue haleine. Au même moment, dans l'atelier, les hublots sont remis à neuf. Les parties rayées sont enlevées. Ce technicien est chargé de les remplacer par un nouveau plexiglas. C'est comme si, imaginons, on prenait un film transparent qu'on va mettre sur son smartphone pour protéger son écran. Bah là, c'est la même chose pour le hublot. Ça va lui permettre d'éviter d'esquinter le hublot. On va plutôt esquinter la partie plexiglas. Il faut que les parties neuves s'emboîtent parfaitement avec l'ancienne structure. Sur un hublot, le moindre défaut d'isolation pourrait évidemment être très dangereux. C'est pas mal de boulot, c'est clair. Mais mine de rien, c'est quand même une question de sécurité envers les passagers. Les hublots sont donc amenés dans l'avion pour être reposés. À l'intérieur, les window panels, comme d'autres éléments de l'aménagement intérieur, ont commencé à être déjà remis en place depuis 48 heures. Le hublot réparé est comme neuf. Ça va être une question d'isolation phonique. Ça va permettre aux passagers d'être protégés du son extérieur étant donné qu'il y a les moteurs. Et ça évite d'avoir à toucher le hublot même de l'avion. C'est maintenant au tour des porte-bagages d'être reposés. On vérifie que les différents câbles pour l'électricité, les nouvelles connexions TV, l'aération, que tout est bien en place. Dès qu'on voit des tuyauteries, on vérifie qu'elles soient bien installées et surtout les prises électriques si elles sont bien mises aussi. Les câblages sont bons, notre support est prêt. Donc là, on vient vérifier la fixation et la bonne intégrité des matelas. Et là, on peut voir qu'ils sont bien fixés et quasiment neufs. L'oxygène est caché derrière pour venir ensuite, donc c'est bon, on est prêt à poser. Et c'est parti. Le grand mécano peut commencer. Le porte-bagages, il vient se fixer sur ce rail qui court tout le long de l'avion et il est agrafé grâce à ces axes-là en partie haute. On est trop vers l'arrière. Comme tous les éléments de la cabine, les porte-bagages sont très légers. Et ils viennent s'encastrer dans la structure du fuselage. La fixation des porte-bagages, elle se passe au pouce près. Il faut que tout tombe parfaitement au-dessus du passager. Parce qu'il faut une précision parfaite par rapport au positionnement des boîtiers oxygène et des boîtiers d'éclairage. Une fois les porte-bagages reposés, une autre équipe intervient. Elle expertise, elle, les différents conduits. De cela dépend un élément central pour la sécurité, les masques à oxygène. On vient de vérifier tous les raccords des tuyaux d'oxygène qui permettent aux masques des passagers de se déclencher sous ordre du pilote. Donc là, j'appuie et les masques tombent automatiquement sur les passagers devant leur figure. Ces masques à oxygène sont vitaux en cas de dépressurisation. La façon même dont ils sont repliés est essentielle. Le protocole est rigoureux pour qu'en cas d'incident, ces masques soient immédiatement utilisables. Ça y est, l'avion est prêt à accueillir l'élément principal de la cabine. Les nouveaux sièges livrés dans le hangar. Car cette grande visite est exceptionnelle. En plus de la révision générale de la structure après 16 années, l'avion bénéficie d'une importante montée en gamme. On profite de cette visite d'inspection de vieillissement de l'avion pour faire une modification cabine et passer sur une cabine de nouvelle génération avec des écrans plus importants et on améliore le confort du passager, que ce soit en business ou en économie. Nous avons conçu le 777 en étroite collaboration avec nos clients, les compagnies aériennes, pour être sûrs de répondre à leurs besoins. Et ils nous ont dit une chose, vous devez penser à l'avenir, nous donner de la flexibilité. Grâce à cela, les compagnies aériennes, que ce soit Air France ou d'autres,
ont toujours utilisé le 777 comme une plateforme capable d'intégrer toutes les dernières innovations. Peu à peu, la nouvelle cabine high-tech prend forme. Et ses sièges spéciaux sont de véritables bijoux technologiques. Je suis assis sur un fauteuil business. Devant moi, j'ai un grand écran, couleur, Full HD. On peut jouer en ligne, envoyer des SMS à son voisin. Vraiment le haut de gamme. Chaque fauteuil ultra perfectionné vaut plus de 50 000 €. En parallèle, les techniciens finissent d'installer la classe économique, elle aussi équipée avec des écrans dernier cri. Dans quelques jours, plusieurs centaines de passagers pourront en profiter. Une des dernières interventions, sensible. 2 techniciens avioniques harnachés comme de véritables alpinistes montent sur le toit du 777. Ils doivent réinstaller l'antenne satellite. Cette antenne qui relaie toutes les communications du Papa Lima. Une pièce déterminante qui a été changée durant cette grande visite. Et un véritable travail d'équilibriste. Qu'il arrive une date où il n'est pas possible de reculer, il faut que l'avion soit livré. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine effervescence sur les derniers jours pour pouvoir livrer l'avion à l'équipage qui pourra, lui, convoyer les passagers. Dans la nuit qui précède la sortie de l'avion a lieu un des tests les plus impressionnants, celui des trains d'atterrissage. Pièce par définition maîtresse dans les phases d'atterrissage et de décollage. Ces trains d'atterrissage avant et arrière sont rentrés et sortis à différentes vitesses. Dans le poste de pilotage, on remet en route les circuits électriques et hydrauliques. On teste les différentes commandes de vol. Ok, je vais couper l'hydraulique. Le stress, il vient évidemment dans la dernière semaine de la livraison de l'avion, où on remet tous les systèmes en route, où on les teste et où on est amené à trouver des aléas qui peuvent amener à déraper sur le planning de la livraison machine. Le radar météo situé dans le nez de l'appareil constitue véritablement les yeux du Boeing 777. Il n'a pas été démonté durant la grande visite, mais il est vérifié une dernière fois. Sur un avion, le poids est un élément central. Après toutes ces modifications, il est donc très important de faire ce que l'on appelle la pesée. Avec la nouvelle cabine business, le Papa Lima n'a plus le même poids qu'à son arrivée. Pour calculer sa masse à vide, on doit remettre l'avion sur 3 vérins. En haut de chacun de ces vérins ont été connectées des balances électroniques géantes. Chacune de ces balances est capable de peser plus de 70 tonnes. Au max pour faire rentrer dans le carénage, je peux lever encore. Chaque vérin est alors connecté à une console centrale. Ça, c'est la console qui correspond au vérin droit. Ça, c'est la console qui correspond au vérin de queue. Et celui-là correspond au vérin de gauche. Et ces 3 consoles font l'addition pour un poids total. À partir de là, effectuer la pesée devient un jeu d'enfant. La force d'un doigt suffit. Juste avec ce petit bouton, on va lever 142 tonnes. Pour éviter tout risque d'erreur, l'avion est pesé 2 fois, successivement. Et la marge d'erreur entre les 2 pesées ne doit pas dépasser 1 pour 1000. Il faut qu'il n'y ait aucun courant d'air, que toutes les portes du hangar soient fermées et qu'il n'y ait personne dans l'avion pour faire la pesée. Et là, il y a la pesée qui est en cours, justement. On est à 142,40. 142 tonnes et 40 kilos. À la première, on était à 142 tonnes et 50 kilos. Donc, c'est quasiment identique. Une fois la pesée validée,
les équipes vont effectuer le calcul de ce que l'on appelle le centrage de l'avion. Il s'agit de vérifier que le centre de gravité du 777 n'a pas changé. Être certain que le poids de l'appareil est bien réparti. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Car sinon, c'est tout l'avion qui peut être déséquilibré. Si le centre de gravité est trop sur l'arrière, l'avion partira sur l'arrière, il n'y aura pas moyen de le refaire basculer sur l'avant au moment du décollage. La répartition de ces masses doit être bien faite, de manière à ce que l'avion en vol ait une position optimale de pénétration dans l'air. Une fois la pesée à vide, les dernières finitions peuvent être réalisées à l'intérieur de la carlingue. Et aucun détail n'est laissé au hasard. Évidemment, on vérifie une dernière fois les nouvelles connexions, ainsi que les systèmes électriques. L'avion il va sortir dans quelques heures, donc maintenant on fait les dernières vérifications pour que tout soit optimal pour les passagers. Ces boîtiers jaunes sont connectés sous chaque fauteuil pour simuler les branchements d'ordinateur. Il faut vérifier qu'en cas de court-circuit sur un ordinateur, le reste du système continuera à fonctionner. Il faut vite tester avant que l'avion parte et qu'on n'y ait plus accès dans les prochaines heures. Au fond de la cabine, les nouveaux galets sont en place. Dans tout l'avion, les techniciens testent les nouveaux écrans tactiles. Le poste de pilotage fait des essais-lumière. En business, les nouveaux systèmes vidéo haute définition ont été connectés. À la sortie, cette machine sera comme une machine neuve de sortie de chez Boeing. Une machine qui est même encore plus high-tech que lorsqu'elle est sortie d'usine. C'est le grand jour. Le Papa Lima est prêt à sortir du hangar. Ce check-up a été une renaissance. Les énormes portes de fer du HN3 s'ouvrent. Le chef de manœuvre donne le top départ. On est quand même content de le voir partir. C'est le résultat en fait de 5 semaines de travail, quoi. Un étrange balai se met en place dans la nuit. L'appareil de tractage est connecté à l'avion. Et les vigies préparent les docks pour la sortie. On est tous contents. C'est à la fois un speed et c'est quand même sur une durée assez longue, donc on a le temps de s'investir sur le chantier. Et on est quand même content voilà, le dernier jour quand l'avion sort, quoi. Je pense que les gens sont assez fiers de livrer cet avion. Tout le monde est en place. Alors que l'avion sort du hangar, une nouvelle vie commence pour le Papa Lima. Dans les 24 heures à venir, il restera juste aux équipes d'Air France à effectuer des tests moteurs à l'extérieur du HN3. Une fois ces tests validés, ce 777 sera opérationnel. Le pari est réussi. Dans 48 heures, il sera livré à son équipage à Roissy, en temps et en heure. Son prochain vol pour Montréal est déjà programmé. Le Papa Lima file dans la nuit. Cet immense chantier impressionne. En 5 semaines, un avion est entièrement désossé et remonté. C'est grâce à cette maintenance, effectuée par des équipes de haut niveau, que les compagnies aériennes assurent une sécurité maximale. Et que le Boeing 777 est aujourd'hui un des avions les plus sûrs au monde.
Ce grand chèque est un défi technique, mais aussi une formidable histoire d'hommes et de femmes, animés par une passion commune, celle de l'aviation. La première fois qu'on arrive dans un avion et qu'on fait comme là à l'heure actuelle, le vider complètement et le mettre à nu, clairement, ça fait tout drôle. C'est toujours quelque chose d'impressionnant à voir. C'est une passion, une fierté, un sentiment d'appartenance. Et c'est grâce à ce savoir-faire, grâce à la collaboration permanente entre ingénieurs, constructeurs et mécaniciens, que s'améliore le 777. Air France est un client qui nous a vraiment aidés à faire un avion meilleur. Et que se construit jour après jour, année après année, le futur de Boeing.